Pendant 10 ans, j'ai travaillé sans relâche. Double journée, jours fériés sacrifiés, en me serrant la ceinture au maximum. Tout ça pour un seul objectif. Acheter ma propre maison. Pas n'importe quelle maison, mais celle dont je rêvais depuis l'adolescence. À Montreuil, en banlieue parisienne, un simple pavillon, mais qui pour moi représentait le monde. Chaque brique symbolisait mes sacrifices. Quand j'ai finalement reçu les clés, je suis resté sur le seuil et j'ai pleuré. Pas d'épuisement, mais d'une fierté immense d'avoir construit quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma relation avec mes parents a toujours été compliquée. Je suis né et j'ai grandi à Reims, en province, dans une famille de classe moyenne. Mon père, Antoine, était directeur d'une agence bancaire et ma mère, Thérèse, était institutrice. Il croyait qu'il fallait soutenir ma sœur Marion sans condition, tandis que de moi, on attendait que je me débrouille seul. Je ne m'en suis jamais plaint. J'ai pris ça comme faisant partie de mon rôle de fils aîné. Ils l'ont aidé pendant ses études, ont payé son loyer, lui ont même acheté une voiture. Et moi, j'étais livré à moi-même depuis mes 18 ans. Je me souviens du jour où j'ai quitté la maison pour tenter ma chance dans la capitale. Mon père m'a donné une tape dans le dos et a dit « Débrouille-toi, mon grand ». Un homme, un vrai, construit son propre chemin. À l'époque, j'ai interprété ça comme un vote de confiance. Aujourd'hui, je comprends que c'était un abandon déguisé en leçon de vie. J'ai commencé comme auxiliaire administratif dans une entreprise de BTP. Je vivais dans une chambre minuscule à Aulnay-sous-Bois. Nous partagions les toilettes à 6. L'odeur de moisi sur les murs me réveillait chaque matin. J'étudiais le soir, je faisais des petits boulots le week-end. J'ai eu faim quelquefois, mais je n'ai jamais demandé d'aide. De la fierté, peut-être, ou simplement la certitude que ça ne servirait à rien d'appeler à la maison. Petit à petit, j'ai grimpé les échelons. Je suis devenu assistant, puis analyste, et enfin chef de projet. Le salaire s'est amélioré, mais mes habitudes sont restées les mêmes. Je ne sortais pas dans des bars chers comme mes collègues, je ne voyageais pas pendant les vacances, je n'achetais pas de vêtements, de marque. Chaque centime allait sur mon compte épargne, le fonds pour ma maison. Je ne gardais pas de rancune, du moins, pas jusqu'à ce qu'il se présente à ma porte, souriant poliment, en disant qu'il voulait que je transfère l'acte de propriété à Marion. Elle a 2 enfants maintenant, Pierre, a expliqué ma mère comme si elle parlait de la météo. Son appartement est trop petit. Toi, tu es célibataire, tu peux facilement recommencer. Je suis resté là, planté, à regarder le café que je leur avais servi, pensant que c'était une sorte de mauvaise blague. Mais leurs visages étaient sérieux. Vous me demandez de donner la seule chose que j'ai construite dans ma vie à Marion, la maison que j'ai mis 10 ans à acheter? On ne demande pas, a dit mon père en croisant les bras. On te rappelle ton devoir envers la famille. Ta sœur en a plus besoin que toi. J'ai refusé, calmement. J'ai expliqué que j'aimais ma nièce et mon neveu, que Marion serait toujours la bienvenue pour des visites, mais que la maison était à moi. C'est là que tout s'est effondré. Mon père s'est levé de table, le visage rouge. Tu as toujours été égoïste, Pierre. Tu ne penses toujours qu'à toi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu des papiers du tribunal. Mes propres parents me poursuivaient en justice, affirmant que la maison était une propriété familiale et que j'avais accepté, verbalement, de laisser ma sœur y vivre en permanence. C'était un mensonge, et ça a brisé quelque chose en moi. Le soir où j'ai reçu l'assignation, je me suis assis seul dans le jardin, regardant les fenêtres du voisin, Monsieur Gérard, qui arrosait ses fougères. Il m'a fait un signe de la main, comme toujours. « Ça va, Pierre ?»« Ça va », ai-je répondu automatiquement. Mais ça n'allait pas. Pour la première fois depuis mon arrivée à Paris, j'ai pleuré non pas de joie ou de fierté, mais de déception. La famille que j'essayais encore d'impressionner, même à distance, me traînait maintenant devant un tribunal. Pourquoi ? Parce que j'avais eu l'audace de réussir quelque chose par moi-même. Parce que je ne m'étais pas plié quand ils ont exigé que je leur livre le fruit de ma sueur sur un plateau d'argent. Le palais de justice de Paris ressemblait à un lieu étranger ce mardi matin. J'y étais déjà passé quelques fois pour le travail, mais je n'aurais jamais imaginé m'y asseoir en tant qu'accusé, me défendant contre ma propre famille. La climatisation rendait l'atmosphère glaciale. Ou peut-être était-ce juste la boule que j'avais au ventre qui me rongeait de l'intérieur. Mes parents étaient assis de l'autre côté, sans même me jeter un regard.
Ma sœur Marion était là aussi, berçant le petit Lucas, âgé de seulement 8 mois. L'aîné, Philippe, 4 ans, était à la crèche. De temps en temps, elle me lançait des regards méprisants, comme si j'étais un monstre de ne pas lui céder ma maison. J'avais engagé un avocat modeste, maître Perrin, un homme d'une 60aine d'années que m'avait recommandé un collègue. Ses honoraires étaient abordables. Mes parents, eux, étaient venus avec un spécialiste du droit de la famille en costume impeccable et mallette en cuir véritable. Maître Mercier était connu pour représenter des familles riches dans des litiges de succession. Dès sa plaidoirie d'ouverture, il a brossé un portrait de moi en scélérat insensible, volant le toit d'une mère et de ses enfants innocents. L'accusé a verbalement promis à sa sœur qu'elle pourrait établir sa résidence permanente dans le bien en question, a affirmé Maître Mercier avec une assurance qui m'a donné la nausée. Il y a des témoins de cet accord familial. Les témoins étaient mes oncles, mes cousins et même le parrain de Marion. Tous ont répété la même histoire fabriquée. Lors d'un déjeuner dominical 2 ans plus tôt, j'aurais dit que la maison serait toujours disponible pour Marion et les enfants. Ce qui s'était réellement passé, c'est que, lorsqu'elle s'est séparée de son mari, je lui avais offert mon canapé-lit pour quelques semaines, le temps qu'elle se réorganise. Ce geste de bonté était maintenant transformé en une sorte de contrat à vie. Maître Perrin tentait de contre-attaquer comme il le pouvait, présentant des relevés bancaires, des preuves de paiement, l'acte de propriété à mon seul nom. Mais à chaque audience, je sentais que nous perdions du terrain. Le juge, M. Claude Michaud, un homme à l'expression neutre et aux yeux attentifs, écoutait tout en silence, prenant des notes occasionnelles. Monsieur Pierre, m'a demandé Maître Mercier pendant l'interrogatoire. Ne trouvez-vous pas cruel de refuser un abri à vos propres neveux, alors que vous avez une maison avec 3 chambres pour vous tout seul? Avant que je puisse répondre, mon avocat est intervenu, arguant que la question était tendancieuse. Le juge a acquiescé, mais le mal était fait. J'ai vu ma mère essuyer une larme discrète, théâtralement positionnée pour le moment exact où le juge regardait dans sa direction. Pendant une suspension d'audience, j'ai croisé Marion dans le couloir. J'ai tenté une approche. « Marion, pourquoi fais-tu ça? On aurait pu en parler. » Elle a rajusté le bébé dans ses bras et a répondu sans me regarder dans les yeux. « Tu as toujours tout eu plus facilement, Pierre. Tu as toujours été le préféré, même en habitant loin. Maintenant que j'ai vraiment besoin d'aide, tu me tournes le dos. » Je suis resté paralysé, incapable de traiter un tel renversement de la réalité. Le préféré? Moi? Celui qui avait quitté la maison à 18 ans avec un sac à dos et 300 € en poche, celui qui avait passé des années à envoyer de l'argent pour aider aux dépenses de la maison, même quand j'en avais à peine pour moi? Tu te trompes, fut tout ce que je pus dire avant qu'elle ne s'éloigne. À chaque nouvelle session, au tribunal, je me sentais plus vide. Je ne défendais pas seulement ma propriété, je me battais pour ma dignité, pour la validation de mes efforts. Mes collègues ont commencé à remarquer mon abattement. Richard, mon supérieur, m'a même offert quelques jours de congé, que j'ai refusé. Le travail était la seule chose normale qui me restait. Un soir, après une autre journée épuisante, au tribunal, j'ai reçu un appel inattendu de mon parrain, l'oncle Jean. Il n'avait pas témoigné, le seul membre de la famille à être resté neutre. « Pierre, mon garçon, je sais que tu subis une injustice, » dit-il de sa voix rauque. « Ton grand-père serait fier de ta force. » Ces mots furent comme un baume. Mon grand-père Gérard, le père de ma mère, avait été maçon toute sa vie. Il avait construit sa propre maison brique par brique en travaillant le week-end. Il était décédé quand j'avais 14 ans, mais ses mains calleuses et son sourire honnête restaient vivaces dans ma mémoire. La veille de l'audience finale, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Perrin à mon appartement et lui ai dit que je voulais m'adresser personnellement au juge, sans intermédiaire. Il a tenté de m'en dissuader, expliquant les risques, mais ma décision était prise. Je n'ai rien à perdre sauf la vérité, ai-je affirmé, et celle-là, ils ont déjà essayé de me la prendre. Quand le juge m'a autorisé à parler, je me suis levé, les jambes flageolantes et la gorge sèche. La salle d'audience semblait tourner autour de moi. J'ai aperçu le regard inquiet de Maître Perrin, le sourire confiant de l'avocat de ma famille, le visage impassible de mes parents.
J'ai respiré profondément, j'ai ajusté le seul costume que je possédais, acheté 3 ans plus tôt pour le mariage d'un collègue, et j'ai regardé directement le juge Michaud. « Monsieur le juge, ai-je commencé, la voix d'abord tremblante mais gagnante en fermeté à chaque mot. J'ai travaillé 10 ans pour acheter cette maison. Personne d'autre n'a contribué d'un seul centime. Mon nom est sur l'acte de propriété. J'ai payé chaque mensualité du prêt, chaque rénovation, chaque impôt. Et maintenant, on m'accuse de cruauté parce que je ne veux pas renoncer à la seule chose que j'ai construite pour moi-même. » Je fis une pause, essayant de maîtriser mon émotion. Le silence dans la salle était absolu. J'ai quitté Reims à 18 ans avec 300 € en poche. J'ai vécu dans des foyers, partagé ma chambre avec des inconnus, économisé chaque sou. Pendant ce temps, mes parents payaient l'école de commerce de ma sœur, lui ont acheté une voiture, ont meublé son premier appartement, je ne me suis jamais plaint. Je comprenais que j'étais le fils aîné, que je devais me débrouiller. Mais maintenant, ils disant que ma maison appartient en fait à la famille, j'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Mon père gardait le menton haut, fier même dans cette situation. Ma mère fixait le sol. Quand ma sœur s'est séparée, j'ai ouvert les portes de ma maison à elle et à mon neveu, qui n'était alors qu'un bébé. J'ai dormi sur le canapé pendant 3 mois pour qu'elle ait la chambre. Je l'ai aidé à chercher un appartement, je lui ai même prêté de l'argent pour la caution. Et maintenant, on utilise ce geste contre moi, transformant la bonté en obligation. Le juge m'observait attentivement sans montrer d'émotion. J'ai continué. Monsieur le juge, j'aime ma famille. J'aime mes neveux. Mais l'amour ne signifie pas s'effacer soi-même. Si ce tribunal décide qu'un homme peut perdre sa maison parce qu'il a un jour ouvert ses portes pour aider, alors à quoi bon travailler, se sacrifier ou rêver? Il y eut un long silence dans la salle. Le juge se renversa sur sa chaise, tapotant légèrement son stylo contre un dossier. Puis, calmement, il se tourna vers l'avocat de mes parents et posa une question simple. « Maître Mercier, pouvez-vous présenter un accord légal ou écrit où il est stipulé que la maison est partagée ou a été promise à Madame Marion Dubois ?» L'avocat hésita, attrapant quelques papiers dans sa mallette. « Monsieur le juge, nous avons ici des déclarations de témoins qui confirment l'engagement verbal pris par l'accusé lors d'un déjeuner familial en juillet 2021. Des témoins qui sont tous des parents de la partie plaignante, observa le juge en feuilletant ses notes. Un document signé, un virement bancaire prouvant la participation de la famille à l'acquisition du bien. Les obligations familiales ne sont pas toujours documentées, monsieur le juge. Il s'agit d'un engagement moral. Maître, interrompit le juge, ce tribunal traite de la loi, pas des sentiments. Je demande tous les documents relatifs à la maison. Relevé bancaire, registre d'hypothèque, acte de propriété. Tout. Cette question, une simple phrase, fit basculer tout le dossier. La charge de la preuve avait changé. Et à ce moment-là, j'ai senti le vent tourner. Pendant la suspension, je suis resté assis seul sur un banc dans le couloir. J'ai vu ma sœur pleurer sur l'épaule de ma mère. Mon père parlait intensément à l'avocat en gesticulant. J'ai fermé les yeux, épuisé. J'ai pensé à mon grand-père Gérard, à ses mains calleuses construisant sa propre maison les week-ends. La maison d'un homme est son château, Pierre, disait-il souvent. Personne n'a le droit de te prendre ça. Quand la séance a repris, l'ambiance avait changé. Maître Mercier semblait moins confiant. Il a présenté quelques documents, mais ce n'étaient que des photos de famille, des SMS sortis de leur contexte, rien de substantiel. Maître Perrin, en revanche, a sorti un dossier organisé avec tous mes justificatifs. Le contrat de prêt immobilier, les paiements mensuels, les impôts, tout à mon nom. Le tribunal demande également un examen de l'aide financière fournie par Monsieur et Madame Antoine Dubois à leurs 2 enfants au cours des 5 dernières années, déclara le juge, à la surprise générale. 2 semaines plus tard, cette analyse a révélé, via des relevés bancaires, que mes parents avaient dépensé plus de 30 000 € pour ma sœur pendant cette période. En revanche, ils n'avaient rien contribué pour moi depuis que j'avais quitté la maison. Interrogé sur la raison, mon père a simplement dit « Il n'a jamais eu besoin d'aide ». Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Je n'ai jamais eu besoin d'aide parce qu'on ne m'en a jamais offert.
J'ai survécu sans, mais ça ne me rendait pas moins méritant. Le juge a hoché la tête lentement et a dit « Cette affaire ne concerne pas des différends familiaux. Elle concerne des droits de propriété. Et sur ce sujet, il n'y a aucune ambiguïté. La maison appartient exclusivement à l'accusé, Monsieur Pierre Dubois. » Je n'arrivais plus à respirer. J'avais gagné. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à un deuil. Le deuil d'une famille qui n'avait peut-être jamais existé comme je l'imaginais. En sortant de la salle, ma sœur est passée à côté de moi, portant le bébé, sans dire un mot. Ma mère m'a regardé brièvement, les yeux rouges, avant de continuer son chemin. Mon père est resté assis, regardant dans le vide. Maître Perrin m'a serré l'épaule. « Vous avez fait ce que vous deviez faire, Pierre. »« Oui, » ai-je répondu, sentant un poids étrange sur la poitrine. « Mais à quel prix ?» Après la question précise du juge, tout s'est effondré pour mes parents et ma sœur. Maître Mercier a tenté de changer de stratégie, invoquant une obligation morale, mais les tribunaux traitent de loi, pas de sentiments. Lorsque le juge a demandé tous les documents relatifs à la maison, il est devenu clair que l'affaire penchait de mon côté. Chaque papier, chaque document ne portait que mon nom. C'était indiscutable. Le tribunal a également découvert quelque chose qui m'a surpris. Après son divorce, Marion recevait une pension alimentaire considérable de son ex-mari Fernando, ce qu'elle avait caché pendant le procès. L'argent qu'elle prétendait ne pas avoir pour louer un appartement plus grand existait, mais était gardé pour l'avenir des enfants, selon son témoignage. C'est alors que j'ai compris, il ne s'agissait pas de nécessité, mais de commodité. Ma maison se trouvait à 2 rues de l'école privée, où Philippe étudiait, et à 3 pâtés de maison du cabinet, où ma mère emmenait ses petits-enfants chaque semaine pour l'ergothérapie. C'était l'endroit parfait pour leur faciliter la vie, pas une question de survie comme ils essayaient de le faire croire. Pendant une pause, j'ai retrouvé mon oncle Jean dans le couloir. Il avait été appelé comme témoin neutre. « Ton père a toujours été un homme trop fier », dit-il en m'offrant une cigarette que j'ai refusée. « Quand tu as quitté la maison et que tu as réussi à te débrouiller seul, il a interprété ça comme si tu n'avais pas besoin de lui. Au lieu de fierté, il s'est senti diminué. Et ça justifie d'essayer de me prendre ma maison ? » « Ça ne justifie pas, » soupira l'oncle Jean. « Mais ça explique. Les gens font des choses terribles quand ils se sentent menacés dans leurs propres valeurs. » Lors de la dernière audience, le juge Claude Michaud est entré dans la salle avec une expression sévère. Il a feuilleté ses documents pendant quelques minutes en silence, pendant que nous attendions tous, tendus. Ce tribunal, commença-t-il, enfin, n'a pas pour fonction de résoudre les différends familiaux ou d'équilibrer les perceptions d'injustice du passé. Notre fonction est d'appliquer la loi. Et dans ce cas précis, la loi est claire. Il m'a regardé directement. La maison en question appartient légalement à l'accusé, Monsieur Pierre Dubois. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Le juge a continué. Cependant, je voudrais faire une observation. Les familles se construisent sur plus que des obligations légales. Elles se construisent sur la confiance, le respect mutuel et une communication honnête. Je vois peu de cela dans cette affaire. Il a regardé tout le monde dans la salle. Ma sentence est que le bien immobilier reste la propriété exclusive de Monsieur Pierre Dubois, et les frais de justice seront payés par la partie plaignante. Quand le marteau est tombé, je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. J'ai ressenti un vide profond, comme si j'avais gagné une bataille, mais perdu quelque chose de beaucoup plus précieux dans le processus. J'ai regardé mes parents et ma sœur de l'autre côté de la salle. Nous étions des étrangers maintenant, unis seulement par un nom de famille et des souvenirs de plus en plus lointains. Le juge avait raison. J'avais gardé ma maison, mais à quel prix ? La famille que je connaissais, aussi imparfaite soit-elle, était en morceaux, et reconstruire ces liens serait beaucoup plus difficile que de construire 4 murs et un toit. La décision de justice a provoqué une onde de choc dans la famille. Je suis rentré chez moi dans un étrange état de torpeur. Ce n'était ni une victoire, ni une défaite. J'ai ouvert la porte de mon pavillon à Montreuil, et je l'ai regardé avec d'autres yeux. Cet endroit pour lequel j'avais tant sué portait maintenant le poids d'une famille brisée. Les semaines suivantes, aucune nouvelle d'eux. Pas un appel,
Pas un message. J'ai vu sur Facebook que Marion avait déménagé chez notre tante Monique, à Lyon. Elle publiait des phrases énigmatiques sur la trahison et sur le fait que le sang ne signifiait pas la loyauté. Je l'ai bloquée après la 3e pique. J'ai passé ces semaines à faire de petites rénovations dans la maison, peindre, jardiner. C'était ma façon de me réapproprier l'espace. Chaque amélioration était une affirmation. Cette maison est, à moi je l'ai méritée. Un samedi après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. C'était l'oncle Jean avec une bouteille d'eau de vie artisanale sous le bras. Je suis venu voir comment va le neveu, dit-il sans cérémonie, et apporter qu'un remède pour l'âme. Nous nous sommes assis sur la terrasse, buvant lentement. Il me reparle, a commenté l'oncle Jean après le 2e verre. Ton père est plus silencieux que jamais. Ta mère pleure quand personne ne regarde. Et Marion ? Marion est comme son père, trop fière pour admettre qu'elle a tort. Il a continué. Tu sais, ton grand-père Gérard a vécu quelque chose de similaire. Son frère, mon oncle Auguste, a essayé de lui prendre la maison qu'il avait construite quand ta grand-mère est tombée malade. Et que s'est-il passé? Ton grand-père a résisté. Ça a provoqué une rupture dans la famille qui a duré des années. Mais le temps est un remède étrange, Pierre. Les gens changent, vieillissent, prennent du recul. Tu dis que je devrais pardonner? Je dis que la rancune est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Pour l'anniversaire de mon neveu Philippe, j'ai envoyé un cadeau par la poste. Je n'ai pas été invité à la fête, mais j'ai reçu une photo de lui souriant avec le cadeau, envoyé par ma mère. C'était sa première communication directe en 4 mois. Juste la photo, sans message. Mais c'était quelque chose. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS de mon père. Court, comme tout ce qu'il disait. Le toit de la maison de ta mère a une fuite. Tu connais quelqu'un qui répare? J'aurais pu ignorer. Mais j'ai répondu avec le numéro de Marc, un artisan qui m'avait aidé pour quelques travaux. Mon père a juste répondu « Merci ». C'était de petits pas, de timides tentatives de reconnexion. Quelques mois après le jugement, j'ai reçu une lettre du greffe du tribunal. Mon cœur s'est accéléré. Mais ce n'était pas un appel. C'était une notification concernant une clause de restitution enfouie dans un ancien testament familial, celui de mon grand-père Gérard. Il avait laissé une disposition stipulant que toute propriété acquise exclusivement par l'effort personnel d'un descendant direct ne pourrait jamais être réclamée par la famille sous la contrainte. Elle n'avait jamais été utilisée. Mais elle était toujours valide. Je n'avais pas seulement gagné la maison, j'y avais un droit ancestral. Le vieux savait ce qu'il faisait, a murmuré l'oncle Jean quand je lui ai montré la lettre. Gérard a vu son propre frère tout perdre à cause de la famille, et a juré que ses petits-enfants ne subiraient pas la même chose. J'ai encadré une copie de cette clause et l'ai accrochée dans mon bureau. Non par vengeance, mais comme un rappel que la justice, bien que lente, n'est pas toujours aveugle. La semaine suivante, ma mère a appelé. « Pierre, comment vas-tu, mon fils ?» La conversation fut brève. Mais avant de raccrocher, elle a mentionné quelque chose à propos de la clause du testament. « Ton grand-père disait toujours que tu étais comme lui », a-t-elle commenté. « Têtu comme une mule, mais juste jusqu'au bout. 3 semaines plus tard, mon père m'a appelé. Il ne s'est pas excusé, pas explicitement. Mais il m'a invité à un barbecue le dimanche. Juste la famille, a-t-il dit. Marion ne sera pas là. J'ai accepté, avec des réserves. Ce fut un déjeuner étrange, plein de silence. Après avoir mangé, mon père m'a montré son nouvel atelier dans le jardin. J'ai pris l'idée à ton grand-père, a-t-il commenté. Il disait toujours qu'un homme a besoin d'un endroit à lui pour réfléchir. Soudain, mon père a posé la main sur mon épaule. Ton grand-père serait fier, dit-il en regardant le sol. Pas seulement de la maison, mais de la façon dont tu t'es battu pour elle. Ce n'était pas des excuses. Mais pour un homme comme lui, c'était ce qui s'en approchait le plus. J'ai appris de vous, ai-je répondu, à me battre pour ce qui est à moi. Quelques mois plus tard, Marion m'a envoyé un message. Elle avait trouvé un meilleur appartement. « Tu manques aux enfants », a-t-elle écrit. Ce n'était pas des excuses, mais c'était une ouverture. Je les ai invités un samedi chez moi. Marion était différente, plus calme. « Ta maison est devenue jolie », a-t-elle commenté. « Ce mur jaune.
Ça donne de la vie à la pièce. Merci, ai-je répondu. Ça me touche beaucoup d'entendre ça. Aujourd'hui, ma maison est plus qu'un simple abri. C'est un symbole. De persévérance, de limites, de valeurs personnelles. La famille se reconstruit encore, lentement. Il y a des cicatrices. Mais il y a aussi un nouveau respect, né de la tempête que nous avons traversée. Sur la terrasse de ma maison, où poussent maintenant des jasmins, est accrochée une plaque en bois gravée. C'est un cadeau de l'oncle Jean. Dessus, une simple phrase que mon grand-père disait « Une maison bâtie à la sueur de son front est une forteresse contre toute tempête. » Et c'est vrai. J'ai appris que parfois le plus grand acte d'amour-propre est simplement de dire « non » et de rester ferme face à la tempête qui s'ensuit.